comme président de l'association Arbre, j'ai été en relation avec lui très directe, puisqu'il est devenu, au fil des temps, le correspondant de l'association Arbre pour le département de la Marne. Et donc, c'est comme ça que on s'est rencontrés et qu'est née l'idée, quand j'ai découvert que il avait contribué à fonder le festival de Montier-en-Der, par exemple, que c'était un très grand photographe, l'idée qu'on puisse faire cause commune, je dirais, concernant les arbres et travailler ensemble sur des projets. Vous venez d'écouter le témoignage de Georges Fetterman, agrégé de sciences naturelles, auteur, conférencier, président de l'association Arbres remarquables de France au sujet de notre invité, le photographe Pascal Bourguignon. Nous sommes le jeudi 30 octobre 2025 et vous écoutez le 7e épisode de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, nous recevons au coin du feu le photographe Pascal Bourguignon. Avec lui, nous allons découvrir son travail, sa technique et la manière dont il compose ses images avec son point de vue pour le moins original depuis son paramoteur le plus souvent. Cette émission vous est présentée cette semaine par Fujifilm et son système GFX, des appareils grand format dotés d'une qualité d'image unique. Et c'est parti, 7e épisode de cette 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu Benjamin ce matin ? Salut Arthur, écoute, ça va particulièrement bien parce que c'est le premier au coin du feu exact. De la saison. Tu sais que c'est un format que moi j'aime particulièrement. Dont tu t'occupes beaucoup. Oui, mais au-delà de ça, on va prendre le temps. On va prendre le temps de se pencher et d'écouter Pascal, de parler de son travail, de parler de sa participation à la création de Montier-en-Der. Enfin, il y a beaucoup de choses à aborder. Bonjour Pascal. Bonjour, merci de votre invitation. Mais merci de l'avoir accepté Pascal. Si tu le veux bien, je vais commencer par te présenter brièvement à nos auditeurs. Alors Pascal, contrairement à ce que l'on pourrait croire, tu n'es pas venu au monde sur les rives du Der, mais à Paris, pas vraiment l'endroit rêvé pour observer la faune sauvage. Pourtant, dès ton plus jeune âge, tu cherches à te documenter sur les hérons et tu cherches à les prendre en photo. Tu vas acquérir un bagage technique au CE3P à Ivry. Tu approfondis également tes connaissances dans l'univers du labo. Puis tu t'installes à Brienne-le-Château, dans l'Aube, en tant que photographe. Tu proposes tes services pour des portraits, du mariage, des reportages et tu distribues également du matériel. Nous sommes en 1992. 2 ans plus tard, tu remportes un prix au prestigieux concours de la BBC. Le Muséum d'Histoire Naturelle te propose de montrer une exposition itinérante, ce qui te mène à Montier en 1995, ce qui n'est alors qu'un petit salon. 1 an plus tard, tu participes au lancement du fameux festival photo avec quelques amis. Tu montes un atelier de tirage à Houtine dans la Marne, Déclic Édition. C'est à cette période que tu prends ton envol en ULM, une activité qui te permet de combiner tes 2 passions, la photo et le vol. Tu sors notamment le livre L'Aube, vue du ciel. Tu es alors spécialiste en photo aérienne et en photo de nature, avec la particularité de capturer des images très haute définition avec des appareils grand format en ta qualité d'ambassadeur Fujifilm. Tu restes attaché à la photographie argentique noir et blanc et aux procédés anciens. Amoureux des arbres, tu es correspondant Marne et Haute-Marne de l'Association des arbres remarquables de France. Parmi les récompenses que tu as obtenues, tu as été honoré 2 fois au Wildlife Photographer of the Year en 1994 et 1999. Ton dernier ouvrage, Veilleur de nuit, vient tout juste de paraître. Est-ce qu'on a bien résumé les choses, mon cher Pascal ? Ouais, je dirais que c'est assez impressionnant parce que j'ai vu ma vie défiler en quelques secondes. Et, on aurait pu faire un peu plus long quand même. Hein. Je pense même qu'elle n'est pas finie. Hein. J'espère bien. Je pense même que j'aurais pas fait si bien, c'est-à-dire que j'aurais sûrement oublié de quelques passages. Mais en même temps, je suis surpris qu'on puisse retrouver tout ça sur mon parcours.
Alors, Je me demande comment tu as fait. C'est un travail journalistique que Benjamin a effectué. Oui, alors non, mais c'est un condensé de plein de petites choses qu'on peut piocher à droite à gauche ou en parlant avec certaines personnes aussi. Mais ça, tu vas en savoir plus tout au long de l'émission. Et on va pas commencer d'ailleurs à rebondir sur les différents points parce que là, rien que sur la bio, il y aurait beaucoup de choses à dire. Allez, on commence comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Leica lance un M sans viseur optique. Ricoh officialise l'arrivée d'un GR monochrome et Baptiste nous présente le coup de cœur Fox de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Les prévisions de Madame Irma étaient donc justes. Leica vient d'annoncer un nouveau membre de la famille M avec le MEV1 ou MEV1. Premier modèle équipé d'un viseur électronique et donc dépourvu de la célèbre visée optique télémétrique. Est-ce que ce nouveau boîtier est accompagné d'une nouvelle famille d'optiques autofocus en monture M ? Non. Sur ce point crucial, le MEV1 est toujours 100% manuel, mais la mise au point est naturellement facilitée avec des assistants numériques visibles dans le viseur, comme le focus picking ou encore le zoom dans l'image. Le viseur numérique est donc une pièce maîtresse de ce boîtier. Il s'agit d'un modèle offrant 5,76 millions de pixels avec un rafraîchissement à 60 images par seconde. Il intègre également un correcteur dioptrique pour les porteurs de lunettes. Pour le reste, on retrouve un capteur CMOS BSI full frame de 60 millions de pixels sans filtre passe-bas associé au DSP Leica Maestro de 3e génération avec une plage de sensibilité allant de 64 à 50 000 ISO et pouvant réaliser des photos RAW en DNG 14 bits. En rafale, l'appareil peut aligner jusqu'à 4,5 images par seconde et il intègre une obturation mécanique jusqu'au 1/4 millième ainsi qu'une obturation électronique jusqu'au 1/16 millième de seconde. D'un point de vue ergonomique, le MEV1 reprend les codes du M en termes de design, ergonomie et qualité de construction. L'appareil pèse 484 grammes avec sa batterie, il est connecté au Wi-Fi, au Bluetooth et dispose d'un slot mémoire au format SD. Le nouveau Leica MEV1 est proposé nu au prix de 7 950 €. On continue avec les prévisions justes de Madame Irma avec l'annonce officielle de Ricoh de l'arrivée prochaine de nouvelles versions de son compact expert, le GR4. La firme planche donc sur un GR4 monochrome, c'est-à-dire un GR4 dont le capteur est dépourvu de matrice de Bayer pour délivrer des images en noir et blanc avec une grande richesse de nuances. La plage ISO sera étendue et l'appareil pourra monter jusqu'à 409 600 ISO. Ensuite, Ricoh annonce aussi le développement d'un GR4 HDF qui intégrera donc un filtre de diffusion optique activable ou désactivable pour obtenir des images avec un rendu particulier, un subtil effet de flou. Le Ricoh GR4 HDF devrait arriver avant la fin de l'année et il faudra encore patienter jusqu'au printemps 2026 pour mettre la main sur la version monochrome. Et pour terminer, on écoute Baptiste Soto nous partager le coup de cœur Fox de la semaine. Il revient sur le nouveau zoom f2.8 constant APS-C de Nikon. Nikon a annoncé il y a une dizaine de jours un nouveau 1650 qui va arriver à la fin de cette semaine. Alors, on ne se parle pas d'une optique basique livrée en kit, mais bien d'un 1650 à ouverture de 8 constante. Mais pour autant, ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir un autobus en guise d'optique. Ils ont réussi à maintenir une belle compacité avec un peu moins de 9 cm et un poids de 330 grammes, donc ça reste très compact. Alors, c'est pas une optique macro, mais sa mise au point mini est quand même à 16 cm en grand angle. Ça permet de faire des jolis gros plans. Elle est stabilisée sur 5 axes. Donc, autant dire que pour faire des photos floues, faut le faire exprès. Point très appréciable, le moteur est en STM, donc silencieux, ce qui est absolument indispensable en vidéo. Et avec sa focale plutôt courte et son ouverture de 8, ça devrait faire l'unanimité chez les vlogueurs ou tous les gens qui veulent faire des productions vidéo domestiques, on va dire. La bague de contrôle, en plus de la bague de zoom, est personnalisable, ça c'est agréable. Bon, après, une optique de 8, ça a un prix, le positionnement est assez logique à 899 €. Alors, mais en plus d'être une optique au top, moi ce que j'adore dans cette optique, c'est qu'elle me laisse espérer l'arrivée d'un boîtier APS-C de montée en gamme, ce que tous les Nikonistes attendent avec impatience.
la version hybride du D500. Alors, je précise, c'est un espoir, c'est pas une info. Mais quand on sort une si belle optique en APS-C, a priori, c'est qu'on veut la mettre sur un beau boîtier. Je me permets de rappeler qu'il y a 2 mois, Nikon a annoncé un 24-70 2.8 optimisé en vidéo et patatrac, comme par hasard, une semaine après, ils annonçaient la ZR. Donc, en plus de ce 1650 2.8 qui est magnifique, espérons une arrivée prochaine. Le nouveau Nikon Nikkor Z DX 16-50 mm f2.8 VR est proposé au prix de 899 €. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Benjamin, beaucoup de réactions. On est quand même assez surpris de la justesse des prévisions de Madame Irma, qui a encore visé dans le 1000 au cours de notre émission avec Damien Bernal sur le marché de la photo 2025. On va commencer par revenir sur le MEV 1. Boîtier qui porte le nom d'un vaccin anti-Covid. Mais le Leica MEV 1, un M avec viseur numérique, est-ce que tu y crois ou est-ce que tu y crois pas, Benjamin ? Bah maintenant, je suis obligé d'y croire puisqu'il Oui, est mais là. est-ce que tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu ? Je suis toujours pas convaincu. On en avait parlé. Toi, c'était, je crois, une de tes prédictions. Alors, si on a de plus en plus juste, il faut aussi le dire, les sites de rumeurs sont souvent de plus en plus informés quand même. C'est pas faux. Et c'est de moins en moins des rumeurs et de plus en plus des infos diffusées comme ça en amont. On fait quand même attention, on ne dit pas n'importe quoi, on attend de vérifier pour en parler. Là, c'est le cas, donc ce boîtier existe. Bon, personnellement, je ne comprends pas très bien l'intérêt de faire un M avec un viseur électronique, puisque tout le sel du M, c'est la visée télémétrique. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai appris aussi à viser sur un Leica. Mais bon, il faut croire que si ce boîtier existe, c'est pour aller chercher peut-être autre chose. C'est pour aller taquiner peut-être Fuji et son X5 ou truc. Mais dans des sphères tarifaires qui sont délirantes, quoi. Plus de 8000 € sans optique, nu. Je ne comprends pas très bien. Les M restent des boîtiers emblématiques, magnifiques. Ils vont continuer à exister. Bon, donc les deux peuvent cohabiter, hein, bien sûr. J'ai juste un peu de mal à comprendre la stratégie et le positionnement de ce boîtier. Bon, dans un registre qui, d'un point de vue économique, devrait être plus abordable, qui devrait te faire plus plaisir peut-être, Benjamin, le GR15 monochrome, cela va être une réalité. Dans la communauté des GRistes, le boîtier GR monochrome était très attendu, hein, d'autant que Ricoh sait faire des capteurs monochromes. Donc c'est logique. On peut aussi penser qu'il va y avoir des déclinaisons avec une focale équivalente à un 40 mm, comme sur la troisième génération, hein, des boîtiers siglés X. Donc tout ça est logique, c'est chouette, c'est bien. Il faudra voir le tarif, il faudra faire attention parce qu'il y a une petite flambée quand même tarifaire. Ce ne sera pas 7 000 € quand même, je pense. Non, mais comment dire, l'inflation gagne un petit peu tout le monde, hein, chez tout le monde, donc il faudra faire attention à ça, de ne pas surpayer quand même le boîtier, mais l'annonce est sympathique, ça va dans le bon sens, de ce qu'on espérait, de ce qu'on avait un petit peu anticipé, prédit. Donc, tant mieux. Et je me tourne vers Pascal, parce que la prise de vue monochrome, on va en parler, concernant ton travail, qui a été un petit peu forcé, hein, dans ton dernier livre. Est-ce que toi, ça te parlerait un boîtier numérique avec un capteur uniquement monochrome ? Ah ouais, carrément. J'ai eu une question de quelqu'un qui me disait mais pourquoi toujours du noir et blanc? Ben parce que voilà, je m'y retrouve vraiment énormément dans le noir et blanc et je pense que voilà, on me sortirait un boîtier uniquement noir et blanc, je crois que je plongerais, ouais, sans problème. T'as jamais essayé du coup les Leica Q monochrome? Je sais qu'il y a Pentax qui a aussi sorti une version de son K3.2, si je dis pas de bêtises. 433 monochrome. K3.3 full monochrome. Maintenant, va y avoir le GR. Bon, commence à y avoir des petites choses, quoi. Oui, mais j'en ai discuté avec d'autres personnes sur les boîtiers monochromes et bon, il s'avère qu'aujourd'hui, je bosse presque exclusivement au GFX ça, y et a pas que encore, hein. un GFX, je veux dire 100 millions de pixels passés en noir et blanc, de toute façon, c'est mieux que tout ce qui existe en monochrome. Donc pour le moment, j'y vois pas d'intérêt, quoi. Tu utilises le mode Acros, c'est ça, Ouais, noir et Acros, blanc, filtre directement. rouge. Ouais. Ah oui, tu fais ça. Ouais, Ok. ouais, uniquement. Ah bah, ça fait des beaux ciels, hein, avec le filtre rouge. C'est Ça beau, fait des c'est nuages bien contrastés. Ouais.
Bon, parmi les autres actualités de la semaine, moi je voulais dire un mot sur une nouvelle optique d'un opticien chinois, Viltrox. On en parle quand même très très régulièrement à ces micros. Ils sortent des nouveaux produits, je pense quasiment toutes les 3 semaines. Bon, là, il s'agit d'une nouvelle famille de produits, focal fixe toujours, autofocus, bien entendu. Monture E pour l'instant, un AF 85 mm f2 Evo. Donc une optique à portrait plutôt lumineuse, 10 lentilles réparties en 8 groupes, une motorisation STM, une bague de diaphragme manuel, une protection contre les intempéries, un poids plume, 340 grammes et surtout un prix très 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 abordable de 315 €. Affaire à suivre. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Et aujourd'hui, tu nous parles d'une exposition qui repose sur des mises en scène effectuées par le photographe Yuri Bilak en Ukraine, sous forme de clin d'œil à de grands classiques de la peinture ou de la littérature. Cette démarche donne à réfléchir sur la dimension esthétique d'une image prise en temps de guerre. La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et son système GFX, des appareils grand format dotés d'une qualité d'image unique. Parler de la guerre en la photographiant, mais autrement. C'est le travail entrepris par Yuri Bilak il y a 10 ans en Ukraine, au lendemain de la révolution orange et en pleine guerre dans le Donbass, bien avant donc l'invasion à grande échelle orchestrée par Vladimir Poutine en février 2022. Alors qu'il suit un aumônier sur le front, le photographe franco-ukrainien voit se composer devant lui une image digne d'un tableau célèbre. Yuri Bilak. J'ai eu la chance de suivre un aumônier militaire sur le front et après la messe de Pâques, ils se sont tous assis derrière une table et là j'ai vu le tableau de Léonard de Vinci qui se crée devant mes yeux. Et j'ai dit, wow, je tiens un sujet hyper profond, d'autant que c'était une façon de travailler que j'avais en studio, où quand je crée une photo, je m'aime bien inspiré d'un tableau ou de la mythologie, ou peu importe. Mais là, de travailler non pas avec des figurants, mais avec des véritables soldats, avec leur propre vie, et non pas dans mon studio, mais sur la ligne de front, j'ai trouvé ça mais tellement fort. Et là, je me suis dit, je vais pouvoir parler de la guerre de façon tout autre. Lorsqu'il revient à 2 reprises sur le terrain, en 2015, il emporte avec lui des représentations de peintures, sculptures ou personnages littéraires mythiques. Il met alors en scène ces sujets en écho à ses œuvres célèbres dans ce théâtre de guerre. On voit ainsi une femme hurler, les 2 mains sur le visage, sur un pont bombardé qui renvoie au cri de Munch, un soldat prendre la pose tel le penseur de Rodin, un jeune garçon déguisé en petit prince, accompagné d'un renard en peluche, contempler un char lancé à pleine vitesse en arrière-plan. Sur chaque composition, on devine la complicité entre le photographe et les protagonistes. Je ne photographie jamais une personne tout de suite, peu importe, même en reportage, j'ai besoin, c'est une rencontre avant tout. Et j'ai envie de transmettre une histoire. C'est ce que je cherche à véhiculer, l'histoire de cette personne, l'histoire de cet environnement que je ne connais pas. Et pour cela, ça passe par un moment, ça peut être 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une nuit à passer avec ces gens-là pour faire connaissance. Je veux qu'ils s'intéressent autant à moi que moi à eux. Donc finalement, c'est une rencontre non pas d'un photographe avec un sujet, mais c'est une rencontre de homme à homme à femme, homme à enfant. Je me mets à leur hauteur et essayant de conjuguer en même temps leur histoire avec le tableau en lui-même. Alors soit c'est le lieu que je cherchais, soit c'est la rencontre avec une personne, et je mettais au travers de cette œuvre en image l'histoire que j'avais entendue. 10 ans plus tard, la plupart des sujets racontent dans une vidéo diffusée au cours de l'exposition comment ils vivent la guerre qui sévit actuellement sur le sol ukrainien. Ils se remémorent ce moment suspendu qu'a constitué pour eux la séance de prise de vue avec Yuri. La scène figure même dans des manuels scolaires en Ukraine, comme l'explique l'aumônier militaire qui parle d'images symboliques pour lui et les soldats qui ont partagé cet instant. Des témoignages qui ont surpris le photographe. Je pensais pas leur avoir apporté déjà ce moment de suspension. Des fois, pour certains, pour le tableau que j'ai, la reproduction de la lettre à Sultan, que j'appelais la lettre à Sultan Poutine, un tableau, une reproduction d'un peintre ukrainien qui s'appelle Ilya Repin. J'ai compris que c'était comme une effet d'oxygène, une récréation. Enfin, le petit prince,
qui a maintenant 17 ans alors qu'il avait 7 ans, il garde en lui une expérience très profonde. Les mots qu'il utilise, comme quoi c'était un moment qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est maintenant. Il fait du théâtre. J'ai un militaire qui m'a dit, Yuri, tu as transformé un instant, le moment de la photo, en éternité. Waouh, mais j'ai trouvé mais ces paroles mais tellement fortes. Et c'est des choses que je n'avais pas perçues au moment où je photographiais, parce que bon, j'étais dans le moment, dans l'instant, il fallait que je produise ces images-là. Voilà, eux aussi, ils ont digéré ce moment-là. Et ils me prennent, enfin, pratiquement comme un frère, un frère d'armes, en fait, mon arme à moi, qui est la photo. C'était des moments de rencontre qui étaient extraordinaires. Yuri Bilac se voit plus comme un rapporteur de guerre, œuvrant pour l'histoire, qu'un reporter de guerre, chassant l'actualité. Pour cette exposition, il est même allé jusqu'à reproduire ces images sur des caisses de munitions de l'armée ukrainienne en provenance du front. Je voulais aller plus loin et je voulais imprimer sur une substance qui venait du front. Le bois venant de caisses de munitions s'est imposé assez naturellement parce que tout de suite, j'ai associé notamment avec la scène, j'ai associé ces images à des images, des icônes ukrainiennes qui fait partie de la culture ukrainienne. J'ai trouvé ce parallèle très intéressant de faire des icônes modernes, bon, sans prétention, hein, mais j'ai travaillé de cette sorte-là. C'est-à-dire que je suis allé apprendre à faire le gesso naturel, donc un mélange de crête de gélatine que l'on appose sur la surface de bois, on ponce et on imprime au lieu de peindre. C'est une substance en plus qui porte en elle-même, enfin ce bois-là, de ces caisses de munitions porte en elle-même sa propre histoire, l'histoire du front, parce que j'ai demandé des caisses de munitions, non pas qu'elles soient neuves, mais des caisses de munitions, certaines fois avec des éclats d'obus qui ont brûlé. Et alors qu'ils voulaient me présenter des caisses tout à fait neuves, je dis non, moi je veux que cette planche, cette caisse porte son histoire. Et voilà, ce parallèle, je trouve, match et fonctionne très très bien à mon goût, puis au goût du public aussi. Cette exposition s'inscrit dans une volonté d'éduquer le public à l'image, notamment les plus jeunes, comme nous l'explique Emeline Druel, chargée de médiation au mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette. On est première guerre et pourtant on expose des photos de 2015, de la guerre en Ukraine. Mais en fait, il y a quand même un lien parce qu'on est sur de la photographie et on est sur cette idée de l'éducation à l'image de guerre, qu'elle soit ancienne mais aussi récente. Et donc, il est important pour tout le monde de comprendre ce que montre l'image, mais ce que a voulu présenter l'artiste et ce qu'on ressent de cette image. Et donc, il y a vraiment ces 3 points et qu'il est important aussi de comprendre le contexte qu'il y a autour. Parce qu'une image, elle peut tout et rien dire. Et selon comment nous, on l'interprète, on peut dire des choses totalement différentes. Et c'est là que le centre d'histoire rentre en jeu pour essayer de faire comprendre et puis cette manière de décrypter une image qui est importante, qu'on soit petit ou grand, c'est important de comprendre tout ça et encore plus aujourd'hui quand on voit que certaines photos de Première Guerre mondiale sont prises pour des photos de la guerre en Ukraine, où on a aussi encore aujourd'hui l'IA qui rentre en jeu. Donc on a toutes ces questions-là qui tournent autour et de présenter aujourd'hui des expositions photos aussi sur des conflits contemporains encore actuels, c'est important de le faire. Scène de front, une exposition de Yuri Bilac à voir au mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette à Souchet jusqu'au 5 janvier 2026. Il y a un festival d'éducation à l'image aussi qui est prévu très prochainement au Mémorial 14-18 ? Oui, c'est la seconde édition du festival d'éducation à l'image, Images de guerre, guerre des images, ça s'appelle. Donc ça aura lieu très prochainement, c'est du 7 au 11 novembre à Souchet. C'est une ville qui est située à un quart d'heure de Lens et d'Arras et à 40 minutes de Lille, cher Arthur, où tu vis actuellement, à 40 minutes en voiture. Donc au programme, il y a des projections, des rencontres, des expositions, des concerts. Il y a les photographes Yuri Bilac, Édouard Elias, Guillaume Herbeau et Chloé Charot qui ont tous en commun d'avoir couvert la guerre en Ukraine au cours de ces 10 dernières années, qui seront à l'honneur dans une exposition qui fera un parallèle entre la couverture de ces guerres de tranchées qu'ont été la Première Guerre mondiale et qu'est aujourd'hui la guerre en Ukraine. Donc tout ça, ce sera dans l'Artois. C'est un lieu qui est assez impressionnant, hein. Il y a un anneau de la mémoire qui vaut la peine d'être vu, la nécropole aussi Notre-Dame de Lorette. Et pour clôturer le festival, comme chaque année, il y a une montée au flambeau de la colline de la Lorette qui aura lieu, accompagnée
par des percussionnistes. J'ai vu des images, c'est très très impressionnant. Mhm. Oui, perso, si j'avais été dans les parages, j'y serais allé très volontiers. Et puis pour dire rapidement, hein, pour revenir sur le travail de Yuri, moi je vous conseille vraiment d'aller voir l'exposition, ça vaut le détour, c'est accessible à tous les publics vraiment. C'est très pédagogique, on regarde chacune de ces images, il y a l'image dont il s'est inspiré, la peinture ou l'œuvre littéraire. Il y a des vidéos, il y a beaucoup de documents sonores aussi. Il y a de l'humour et de la légèreté, hein, malgré le travail, vraiment. Mhm. Donc, c'est un contexte qui est dramatique, mais c'est vraiment aussi. Ça pose beaucoup de questions sur l'esthétisme, l'esthétique de l'image en temps de guerre. Et je trouve que c'est vraiment un travail qui mérite, qui vaut la peine d'être vu. Bon. Pascal, toi, tu as un passé de tireur. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette démarche d'imprimer sur du bois? Ouais, je trouve ça excellent. C'est vrai que moi, disons que grâce à l'arrivée du numérique, on a pu tester plein de nouvelles matières, de nouveaux papiers. Avant, en argentique, on n'avait pas ce choix-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, on a beaucoup de choix. Aller au-delà de ça et tenter effectivement d'imprimer sur bois, je trouve Mhm. ça super chouette. Ouais. Mhm. Bon. Merci Benjamin pour cette story cette semaine. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer, ou plutôt continuer notre grande discussion avec toi, Pascal, au coin du feu. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Passionné de photos et de vidéos, faites confiance à Camara, la première coopérative de magasins spécialistes photos et vidéos en France. Camara, ce sont 90 magasins indépendants représentant les plus grandes marques du marché. Animés par des passionnés et des experts techniques, vous aurez accès à des conseils ultra personnalisés, des démonstrations de produits, des prêts de matériel façon touch and try, des coachings photos et la promesse d'un service après-vente fiable et professionnel. Camara, c'est aussi un vaste choix de matériel d'occasion dans nos magasins et la possibilité de bénéficier de reprises sur votre ancien équipement. En prime, toute l'année, Camara vous offre la 3e année de garantie sur l'achat de matériel neuf en boîtier et optique hybride. Partagez et vivez votre passion auprès de spécialistes reconnus. Venez en magasin ou retrouvez-nous sur www.camara.net. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Pascal Bourguignon pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Pascal, ton actualité, c'est la sortie du livre Veilleurs de nuit, nos voisins mammifères, réalisé avec le photographe Daniel Magnin. Vous avez photographié la faune sauvage nocturne, chacun de votre côté, ce qui a donné cette œuvre commune. Il revient sur ce travail en équipe effectué en toute harmonie pendant près de 3 ans, malgré la distance géographique qui vous sépare. On s'est très bien entendu, hein, une parfaite entente tout au long du projet. Alors, on habite assez loin l'un de l'autre, hein, on est quand même à 250, 300 kilomètres l'un de l'autre. Donc, si vous voulez, on a utilisé les mêmes techniques, mais en échangeant beaucoup. Mais on n'a jamais sur le terrain, on n'a jamais travaillé ensemble, hein, mais on se tenait au courant, on échangeait beaucoup, se refiler les bons tuyaux, les astuces, les réglages aussi. Donc tout ça, c'était très motivant, hein. Je veux dire, euh, cet échange, et puis il y avait une sorte d'émulation aussi, et aucune compétition. Je veux dire, euh, on s'échangeait les bons tuyaux, et on était content des résultats, que ce soit l'un ou l'autre qui les fait. Donc, non, ça s'est très bien passé, et euh, sans travailler ensemble sur le terrain. Voilà. L'idée de faire un livre est venue progressivement, hein. C'est quand on a commencé à voir qu'on avait une collection d'images intéressantes. Et ensuite, voilà, très rapidement, Pascal faisait des mises en page, voilà, qui donnaient un peu une idée de ce qu'on pourrait faire. Voilà. Et donc, le livre s'est bâti un petit peu, tout doucement, comme ça, voilà. Et puis, jusqu'à la phase finale où il y a bien vraiment
fallu tout mettre en ordre, voilà, écrire les textes et tout ça. Mais ça s'est fait un peu naturellement comme ça, avec les images qui arrivaient. On a travaillé sur des espèces communes, hein, les mammifères qui vivent dans notre environnement proche. Donc, ce sont des espèces qui ont déjà été abondamment photographiées. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire plutôt des paysages animaliers en replaçant l'animal dans son environnement, de soigner les éclairages et de travailler aussi uniquement en lumière infrarouge pour ne pas perturber les animaux par des éclairs de flash en pleine nuit. Hmm. Alors Pascal, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces veilleurs de nuit qu'on peut admirer dans ce travail? Ouais, alors déjà, je voudrais faire un petit retour en arrière parce que Daniel, il est hyper discret, mais il n'a pas raconté le début. Et en fait, le début, c'est qu'à un moment donné, on se met à échanger et puis il me dit, tiens, j'ai quelques photos à te montrer. Parce qu'en fait, lui, il avait commencé bien avant moi à réaliser ces images. Et là, quand j'ai vu ces photos, je lui dis, non, mais attends, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire. Et puis, ça a fait son petit chemin et quelques mois après, je lui dis: «Bah, écoute, je me lance dans l'aventure aussi parce que franchement, c'est génial et ça me plaît beaucoup». Donc il m'a énormément aidé, hein, au départ parce que, pour en arriver là, même en 3 ans, je veux dire, quand on démarre de zéro, c'est juste impossible, c'est pas possible. Et donc, il m'a filé plein de conseils. C'est lui au départ qui est, à l'origine de ce projet. Mais en quoi c'était extraordinaire? Donc les photos qu'il t'a montrées au début, c'est les espèces qu'il photographiait ou c'est la technique? C'est la manière dont il les photographiait. C'est-à-dire que, voilà, on voit, toujours aujourd'hui, beaucoup de gros plans, de choses comme ça et de voir des paysages animaliers où, l'animal est pas forcément très gros, mais remis dans son milieu et ça, en plus, en nocturne, c'était la première fois que je voyais ça et de manière vraiment impeccable. Alors du coup, quels sont les types d'animaux qu'on peut observer sur tes images, sur vos images? Alors du coup, nous, on s'est, vraiment fixé sur les mammifères de notre région, hein, on a quelques oiseaux de temps en temps, mais voilà, on s'est laissé la porte ouverte aussi pour peut-être une suite un jour, mais on s'est vraiment, consacré aux mammifères de notre région et aux mammifères, hyper proches, quoi. Ça va de la petite souris, que tu peux avoir, dans ton grenier, au blaireau qui est au fond du bois, quoi. Et c'est pas si commun de faire un livre comme ça à 2 photographes. On met les égos de côté, vous vous entendez déjà super bien dès le départ, comment ça fonctionne? Et surtout en étant à distance? Oui, ben, effectivement, on s'entend super bien à un tel point, c'est que à force, on se disait: «Ah non, mais c'est pas possible, on va bien trouver un sujet de discorde» parce qu'à chaque fois qu'on prend une option, on est toujours d'accord. Donc c'est super agréable de travailler comme ça et même en étant chacun dans son coin, bah, voilà, on avance et je dirais même que, des fois, quand il y a une petite dérive, chez l'un ou chez l'autre, hop, on le rappelle à l'ordre et puis ils se disent on dit, enfin, l'autre dit, «Ouais, ouais, bah, tu as raison de recadrer les choses, on n'était pas parti dans cette direction-là» et finalement, voilà, ça fait un ensemble qui est très cohérent, même si on est loin l'un de l'autre. Et vous aviez une liste de mammifères à réussir à photographier, un peu comme une liste de Pokémon? Non, alors ça, c'est totalement utopique d'avoir une liste. Enfin si, on peut avoir une liste, mais on pourra jamais, s'y tenir Oh, c'est et comme en safari, parfois on espère voir le Big Five, enfin, ou du moins il y a peut-être des espèces nocturnes emblématiques que vous souhaitiez, oui, entre guillemets, «cocher». ouais, c'est sûr, mais donc je vais prendre un exemple, on sait que le loup, il est un petit peu partout. Si on s'était fixé le loup, bonjour la galère, quoi. Donc en fait, on a pris un petit peu tout ce qui venait, sachant qu'avant de faire des photos, il y a un travail en amont de repérage, Mmh. que j'appelle de pisteur, de trappeur, qui est hyper important. Donc on peut imaginer, en voyant des traces qu'il va y avoir telle ou telle espèce, mais c'est jamais gagné et en plus les espèces, plusieurs espèces passent par les mêmes chemins, donc ça va aussi de surprise en surprise, mais ça c'est génial aussi. On va entrer, hein, dans le détail, de, ce que ça implique de poser un piège, photo. Mais est-ce que là, c'est une démarche qui est, encore naturaliste ou plutôt artistique? Un peu des 2. Tu le situes, comment, ce travail-là?
Avant tout, elle est naturaliste dans le sens où, si tu connais pas, ce que tu vas aller photographier, c'est juste impossible parce que donc là, on en plus, les animaux, on les croise jamais, quoi, hein, donc il faut vraiment ouais, c'est vraiment un travail de naturaliste, mais c'est cet ensemble qui nous plaît aussi, c'est aussi très technique photo, voilà, tout ça combiné fait que ouais, c'est très intéressant. Bon, c'est un travail assez impressionnant, hein, ça a été évoqué dans la capsule, un travail au long cours qui a duré 3 ans. Comment on fait sur un projet comme ça pour se dire: «Stop, c'est bon, on a ce qu'il faut»? À un moment donné, voilà, on accumule des images et puis on se dit: «Bon, allez, on en fait quelque chose». Mmh. OK, donc à partir de là, comme Daniel le dit, je commence à faire des mises en page et puis on s'aperçoit qu'il nous manque certaines choses, que d'autres, on en a trop donc on se fixe un calendrier et puis on se dit: «Bah, voilà, on a encore, 6 mois ou 1 an pour, faire les images qu'on n'a pas» Mmh. et ça a bien fonctionné, ça a bien fonctionné. Alors, c'est pas un premier galop d'essai, hein. Enfin, Daniel avait notamment publié un livre sur les libellules aux éditions de La Salamandre. Cet ouvrage, il a fait l'objet d'une campagne de financement participatif. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour toi qui s'est imposé? Alors non, enfin, sur un précédent ouvrage qui concernait, un arbre, j'avais fait un financement participatif. Alors ça m'a bien servi parce que c'est pas toujours évident, il faut savoir comment ça fonctionne, Faut créer comment une communauté, relancer, ouais, c'est pas créer une simple, hein. communauté. Mais ça avait bien marché pour le premier. Honnêtement, ça a été plus dur pour celui-ci, mais je Mmh. pense que voilà, les conditions actuelles, font que, on peut-être les gens achètent moins de livres ou voilà, dépensent un peu moins d'argent. Mais ça m'a bien aidé et ça a super bien marché au final, pour, lancer le livre, ouais, ouais. Bon. Alors Daniel et toi, avez confié la rédaction, de la préface de l'ouvrage à l'un des illustrateurs naturalistes les plus connus en France, j'ai nommé Jean Chevalier. Lui-même utilise des pièges photos dans son travail et il nous parle de l'utilité de cette technique prisée par les naturalistes pour apprendre à connaître les espèces les plus discrètes et en particulier la nuit. Moi, je ne fais pas de pigeage photo, au niveau auquel ils le font, au niveau technique auquel ils le font, qui est un vrai avec des vrais appareils, des cellules, ou des barrières infrarouges. Voilà, moi je n'ai fait qu'utiliser des petits appareils et plutôt bas de gamme ou moyen. Mais au niveau expérience, voilà, j'ai un certain bagage sur le piégeage photo, donc ils ont pensé à moi pour ça, je pense, voilà. Piégeage photo pour moi, c'est un outil naturaliste. C'est vraiment pour améliorer la connaissance des bestioles et notamment des mammifères. Les mammifères sont quand même durs à voir, sont en grande partie nocturnes, quoi qu'ils se baladent aussi de jour, on s'en rend bien compte avec les appareils photo. Le piège photo, il est très patient, il peut attendre un mois au même endroit, donc ça permet de vraies découvertes naturalistes, ça permet des inventaires naturalistes. Bon, ça demande quand même du temps, ça demande un peu de feeling, mais en même temps, si votre piège est mal placé, c'est pas grave et au pire, il prend rien, quoi. C'est pas très grave. Mais après, on apprend à le placer, on apprend aussi à ce qu'il ne déclenche pas pour rien. Ça permet c'est comme si on était à l'affût, mais à distance, quoi. On a toujours, enfin voilà, souvent une petite surprise quand même. Bon, pas toujours, hein, mais bon, ici, comme on est en Champagne, enfin moi j'habite en Champagne, et j'ai eu une fois la surprise d'avoir une genette, ce qui est quand même qui est assez loin de son aire de répartition classique, en plus en milieu parfaitement sauvage, donc on peut supposer que l'animal était sauvage. Le raton laveur qui a progressé, donc le premier raton laveur, ça surprend toujours. Maintenant, c'est devenu courant. Il y en a dans le livre de Pascal. Puis des comportements, l'héros qui glisse de son pont, qui se fout le cul dans l'eau. J'ai eu un renard qui tombe. On voit rarement des animaux tomber dans la nature, hein. Même faire des faux pas. Et en fait, au piège photo, c'est assez régulier. On tombe sur une famille de chats avec les chatons, des choses, chats sauvages, j'entends. C'est toujours ça, c'est sympathique. Ou un chat sauvage qui vous ramène un grébupé, enfin qui transporte un grébupé. Il a été pêché, il a été chassé, mais il est complètement trempé. Il a été chassé en plus dans l'eau. Ça surprend aussi. Enfin voilà, il y en a des milliers ou des centaines de bonnes surprises, heureusement.
Bon, alors, il y a piège photo et piège photo, hein. Jean, il explique qu'il fait pas de piège photo avec de vrais appareils, contrairement à toi. Alors, avant de rentrer un peu dans les détails du matos que tu utilises, tu peux nous expliquer un peu, de ton point de vue, c'est quoi l'idée du piège photo comme outil pour un naturaliste? Bah, c'est effectivement, de pouvoir, recenser ou, imaginer, les bestioles qui vont passer dans un endroit que tu connais parfaitement, mais où tu peux même pas imaginer ce qui y passe la nuit. Mmh. Nous, on s'en sert beaucoup aussi, hein, de ces petites cellules, tu vois? On repère un passage, si on a des doutes, ben, on va poser une petite caméra comme ça pendant une semaine ou 15 jours. S'il y a des choses qui passent et qui nous intéressent, après on mettra seulement un vrai appareil Un photo. truc plus costaud, Mais, ouais. voilà, ça sert effectivement de pouvoir, recenser et de voir, facilement ce qui se passe la nuit, quoi. Mais justement, comment vous avez procédé avec Daniel pour placer vos appareils, là, qui sont de vrais appareils? Est-ce que vous faites des repérages la journée? Est-ce que ça a du sens d'ailleurs? Est-ce qu'il y a de multiples essais la nuit? C'est pour ça que pendant 3 ans, bah, ça prend du temps pour obtenir des images. Comment vous procédez? Il y a peut-être du bouche à oreille aussi avec des gens sur place? Pas énormément de bouche à oreille, voilà. On se balade beaucoup effectivement en journée, à chercher principalement les coulées des animaux qui sont, plus la coulée elle est marquée, plus on a de risques de passage. Mais, là où ça se compliquait pour nous, c'est qu'effectivement, il faut qu'on trouve un endroit fréquenté, mais esthétique. Et parce que voilà, Même en noir et blanc? même alors justement, en fait, la difficulté, c'est d'imaginer le rendu qu'on peut avoir la nuit. Parce que, des fois, voilà, j'ai trouvé des coulées, puis je trouvais l'endroit moche et en fait, en noir et blanc, bien éclairé, il est super joli. Mmh. Donc c'est difficile d'imaginer, ce qui va pouvoir, ressortir derrière, en noir et blanc. Mais bon, de toute façon, voilà, on cherche un endroit esthétique, où il y a beaucoup de passages. Donc, évidemment, je veux dire, on ne trouve pas, 5 endroits par jour, quoi, hein. Il faut beaucoup, se balader, beaucoup se balader. Mais ce qu'on fait aussi avec Daniel, c'est que, on essaye d'avoir une grande proximité par rapport à nos habitations. Voilà, on veut pas faire une demi-heure de route pour aller trouver un endroit, quoi. Donc on cherche près de chez nous et ouais, on cherche, on cherche. Alors, il y a aussi la notion au moment où vous positionnez vos pièges photos, bon, c'est du matériel technologique, alors que ça soit les petites boîtes à 50 balles qu'on peut acheter sur Amazon ou les dispositifs que tu mets en place qui doivent valoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Faut les sécuriser, faut les cacher. Il n'y a pas de problème de vol. Comment ça se passe? Alors, disons que là, de manière générale, une fois qu'on a repéré un endroit, donc on y retourne pour poser le matériel, je dirais un petit peu avant la tombée de la nuit. Et on revient le lendemain, juste au lever du jour ou un peu avant le lever du jour pour tout récupérer. Ouais, OK. Donc bon, un Risque chan limité, quoi. un Ouais. cueilleur un ramasseur de champignons, mal intentionné, qui se promène à minuit, en pleine forêt sans lampe de poche, pour trouver le matos, Ouais, Zarbi, ouais. c'est quand même limité. Ceci dit, j'ai, personnellement, Daniel le fait pas trop, mais moi j'ai des endroits qui sont relativement tranquilles, où je vais laisser le matériel plusieurs jours d'affilée. Ah ouais. Ça m'arrive. Donc j'ai imaginé, une boîte, qui est fermée avec des cadenas Mmh. et la boîte elle-même est sécurisée par un câble de moto que je mets autour d'un arbre. OK. Donc alors évidemment, un coup de bâton là-dessus, on peut tout casser. Mais bon, un mec pareil à minuit qui se trimballe avec un coupe-boulon, c'est pas courant quand même, quoi. Est-ce que tu mets un piège photo pour surveiller le piège photo? Non mais tu Parce rigoles, que bon, vu le prix, tu ça tu s'arrête rigoles, jamais, quoi. question très sérieuse, hein, qui paraît un peu débile, mais tu rigoles, mais des fois oui, et des fois je double d'une caméra parce que aussi l'appareil ne peut ne pas avoir déclenché et puis ça, c'est intéressant de voir ce qui est passé ou pas. Mais petite anecdote, souvent avant la chasse, je remballe quand même le matos Ouais. et hem et donc un matin j'arrive et puis, dernière photo, c'était le chien du chasseur qui est passé.
Donc j'enlève le matos, mais je laisse la caméra de surveillance. Et le chasseur, il passe à 1 mètre et il la voit pas. Il Mais passe d'ailleurs, 2 fois devant. tu parles de chasseurs. Bon, on a entendu aussi de belles rencontres, hein, des animaux assez rares qui sont passés, comme la genette, qui Jean Chevalier n'attendait peut-être pas à cet endroit-là. Toi, est-ce que tu as des souvenirs de rencontres heureuses, ou alors, au contraire, peut-être d'avoir été témoin de braconnage ou de choses pas super nettes? Alors non, de braconnage, non, 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 j'ai pas d'anecdote par rapport aux chasseurs. Enfin, franchement, j'évite et je les enlève, ou je les mets pas le week-end pour, par sécurité. Mais des belles rencontres, oui, oui, tu vas poser ton piège ou tu vas changer, là où je laisse mon appareil longtemps, je vais changer les piles en plein après-midi et là, le blaireau, il sort devant toi, quoi, alors que d'habitude, il est exclusivement nocturne. Mais le blaireau, c'est un coin qui est tellement tranquille et c'est pour ça que je laisse mon appareil longtemps. Et ben, il sort devant toi et puis, pop, pop. Salut, je vais faire mes courses. Alors, l'image, c'est bien, mais le son, c'est bien aussi. On est assez bien placé pour le savoir avec Benjamin ici. Avec ton livre vient un CD, avec des prises de son que tu as réalisées avec, Marc Namblard, qui est déjà intervenu plusieurs fois à ces micros. Bah, tu peux nous parler de ce qu'on peut entendre, finalement, avec ce CD? Alors, donc, enfin, moi, j'ai pas réalisé, hein, c'est Marc qui a tout réalisé, mais effectivement, on a fait un petit package, on trouvait intéressant d'avoir effectivement les sons parce que c'est tellement étrange les sons la nuit. Alors malheureusement, moi, quand l'appareil fait des photos, ben, je dors, quoi. Je dors, c'est la nuit. Donc, j'ai pas tous ces sons, mais il y a une diversité de sons qui est vraiment impressionnante et ne serait-ce que quand on va à l'affût au blaireau. Tu vois, tu as la tombée de la nuit qui arrive, le dernier à chanter, c'est les merles et puis après, il y a un silence et après c'est seulement les animaux de la nuit, qui vont arriver. Mais, le moindre petit hérisson qui farfouille dans les feuilles, tu as l'impression que c'est un monstre parce que ça fait un bruit énorme et tu te demandes ce qui t'arrive. Enfin, c'est assez étonnant, hein, ouais, c'est très, 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 très étrange. Oui, on sait que Vincent Munier aussi s'est essayé à la prise de son. Enfin, c'est Marc Namblard qui nous l'avait confié, qui a beaucoup travaillé avec lui. Toi, en tant que naturaliste, c'est quelque chose qui te tente, la prise sonore? Donc, ben, suite à la rencontre de Marc Lamblard sur un festival, effectivement, je me suis dit: «Ah, il faut que je m'y mette parce que c'est quand même vachement intéressant». Donc il m'a conseillé, du matos. J'ai commencé à enregistrer. C'est très difficile dans le sens où je dirais que c'est presque plus difficile que la photo parce que tu as toujours un bruit, heu, en gros qui te fait chier, quoi. Tu un Non mais voilà, c'est ça, faut parler clairement. Tu as un avion qui passe. Nous en plus dans l'est, on est sur la ligne des avions qui partent dans l'est. Donc tu as toujours un avion, un voisin qui passe la tondeuse, le tracteur au loin. Donc c'est hyper difficile d'avoir des sons, vraiment clean. Mais c'est super intéressant et donc ben, dans notre région, on a la chance d'avoir la migration des grues qui font un bruit, franchement incroyable. Pour moi, c'est l'équivalent aussi du brame du cerf chez les Mmh. mammifères. C'est aussi sonore. Donc voilà, toutes ces choses-là, font que ouais, je commence à m'intéresser au son, mais très modestement. Ouais, puis de la même manière que tu installes des pièges photographiques, tu pourrais aussi installer des pièges sonores. C'est quasiment le même principe, quoi. Exactement. Alors on y vient justement, à la technique, pure. Tu travailles avec des hybrides, Fujifilm, moyen grand format comme ils le disent, les GFX et pour ce projet de prise de vue nocturne, de faune animalière et bah, tu n'as pas voulu sacrifier la qualité d'image. Tu as donc confié ton boîtier à Richard Galli de la société EOS for Astro. Il est le grand spécialiste français du défiltrage des appareils pour l'infrarouge et l'ultraviolet. Nous l'avons contacté et il nous raconte le défi technique qu'a représenté le défiltrage d'un boîtier GFX, une grande première pour lui. C'était effectivement une première, donc il m'a tué même quand il m'a demandé de faire ça. À la réflexion, je me suis dit, bon, c'est un hybride. J'avais déjà fait un moyen format en Pentax, mais c'était un réflexe. En réfléchissant bien, en regardant un peu à droite à gauche des infos sur le net, je me suis dit que c'était jouable. Mais bon, c'était quand même pas anodin, parce que c'est un gros boîtier et c'est pas évident.
comme manip. C'est la taille du capteur, il faut gérer l'absence de poussière, donc je travaille dans une haute afflux laminaire pharmaceutique. Il faut gérer la propreté absolue du filtre de remplacement, et ça c'est la partie la plus difficile, d'autant plus que il a voulu un filtre infrarouge directement posé sur le capteur, quoi, un filtre qui laisse passer que l'infrarouge, une très faible partie du visible, la grande partie de l'infrarouge où le capteur est sensible, et ce qui veut dire qu'on ne voit pas à travers. Et donc, pour contrôler l'absence de poussière, il n'y a pas d'autre solution que de faire la manip, remonter tout et vérifier que c'est bon. Et ça, c'est le gros challenge sur ça. Mais ça s'est bien passé. Comme c'était le premier, donc en même temps, je découvrais l'architecture du boîtier. Il y a des petits replis, des petits trucs à comprendre pour pas faire de bêtises. Ça prend 4-5 heures. Alors après, si vous en faites 3 dans la même semaine, le troisième, il va prendre 1 heure et demie parce qu'il n'y a plus de surprise. Là, la surprise se paye cash, donc il faut bien réfléchir et essayer de comprendre comment les ingénieurs, là, en l'occurrence de chez Fuji, ils ont tous leurs petites marottes, hein. Donc comment ils ont construit l'architecture du boîtier, quoi. T'es détente quand tu laisses une config à plusieurs milliers d'euros comme ça pour un défiltrage jamais réalisé? Ouais, franchement, honnêtement, j'étais totale confiance avec Richard. Il a une telle réputation. Je lui avais déjà fait défiltrer un XT2 avec lequel j'ai démarré, mais je trouvais pas assez qualitatif encore. Donc c'est pour ça qu'on est passé à la gamme au-dessus. Mais franchement, j'avais pas, enfin non, j'avais aucun souci. Et comment ça se passe par rapport à la garantie dans ces cas-là? Est-ce que c'est une garantie constructeur qui demeure ou alors est-ce que c'est lui, Richard, qui va prendre en charge tout ça en cas de problème? Bah, disons que, l'appareil, il est plus neuf, hein, donc j'avais renouvelé mon équipement, donc c'était un ancien GFX, enfin un ancien, hein, voilà, la génération d'avant que je fais défiltrer, donc elle est plus sous garantie. Après, je pense que Fuji, il se il se retire l'appareil a été manipulé, ouvert, il se retire de toute, ouais, de toute garantie. Après, Richard, il fait tout ce qu'il faut pour que ça marche bien et il va pas vous abandonner en route parce qu'il y a un problème technique, quoi. Donc voilà, il y a pas de problème. Bon, alors comment il marche concrètement ton piège photo? C'est quoi le stimuli qui sert au déclenchement de l'appareil? Alors en fait, on a 2 techniques différentes. Donc, un système, infrarouge passif comme on trouve sur les caméras vidéo, que Jean installe ou que nous on installe aussi. C'est-à-dire un changement de température, détection de chaleur. OK. Donc ça prend très large. L'avantage, c'est que ça a une autonomie, de dingue. Tu peux le laisser plusieurs semaines. L'inconvénient, c'est que c'est peu réactif. Et que ça prend large, donc je veux dire si, l'animal il est à moitié dans la prise de vue, il peut déclencher. Donc ça c'est le premier système et l'autre, donc il fonctionne tout à l'inverse de celui que je viens d'indiquer. Donc c'est un faisceau laser infrarouge qui est hyper précis, donc là Une barrière, quoi. ouais, une barrière, au centimètre près, on peut déclencher, à l'endroit qu'on veut. C'est hyper réactif, hein, un papillon en vol, moi je me suis retrouvé avec 1000 photos la nuit parce que c'est les papillons qui passent devant et qui Mmh. déclenchent l'appareil. Donc hyper précis, par contre, pas d'autonomie, ça dure 24 heures. Donc tous les jours, il faut recharger et remettre en place. Et au niveau des réglages, directement sur l'appareil, comment tu procèdes? Tu te mets pas en mode P, j'imagine? Il y a quand même 2-3 petits paramètres assez fins à prendre en compte? Ouais, donc bah, au début, enfin, ce qui fait le truc, c'est une accumulation d'erreurs, en fait. Donc il faut tout mettre en manuel et surtout pour que ça soit réactif, que l'appareil ne soit pas en veille. Parce que le temps de le réveiller, la bestiole, elle est partie, surtout si elle court, je veux dire, c'est mort. Donc il faut tout, désactiver, l'autofocus, l'exposition, le stabilisateur, tout ce qu'on peut imaginer, il faut l'enlever pour que ça déclenche, le plus vite possible. Et niveau éclairage, du coup, comment ça se passe? Alors donc au niveau puisqu'on travaille avec des appareils, infrarouges, donc les flashs sont filtrés infrarouge, hein, dans la longueur d'onde que permet le capteur et donc on positionne donc souvent il y en a un à gauche de l'appareil, un à droite de l'appareil et puis, pour, faire, un petit peu ressortir l'animal, on en met souvent un à contre-jour quand c'est Mmh. possible parce qu'il faut
Il ne faut pas qu'il tape en pleine face devant l'objectif, sinon ça fait des flards partout. Et puis éventuellement un quatrième pour éclairer l'arrière-plan et de temps en temps un cinquième. Il y en a une dans le livre où j'éclaire une cascade parce qu'en arrière-plan il y a une cascade et que ça me plaisait d'éclairer la cascade. On est loin du petit piège photo. C'est des petits flash Cobra, c'est des monoblocs sur batterie, transmission radio. Comment rentre plus dans le détail. Alors c'est effectivement des petits flash Cobra. Donc Strobiste. Daniel travaille avec des flashs de marque, voilà, je ne vais pas dire la marque, mais on s'en fout. Moi, j'ai investi dans des flashs de la gamme Camtraption. Donc Camtraption, c'est eux qui font cette cellule passive là, qui est lente mais qui dure longtemps. Et en fait, ils ont développé, ils ont demandé en fait à des Chinois de bosser sur un flash qui existe, mais ils ont indiqué leur cahier des charges, ce qui fait qu'avec un jeu de piles, ce flash-là, il tient 5 nuits sans être en veille. Donc il résiste aux intempéries aussi, ça veut dire que tu le laisses, non. Ah oui, il faut le mettre dans une boîte aussi. Donc il faut que voilà, c'est quand même esprit MacGyver le piège animalier. Donc on a conçu chacun des sortes différentes de boîtes, de boîtes Tupperware pour que l'appareil soit à l'abri des intempéries. Ouais. Et donc ils sont déclenchés par système radio, mais alors qui lui aussi consomme de l'énergie. Et actuellement, ce qui marche très bien, que j'utilise, ça tient que 2 nuits. Bon, après, la solution, c'est d'installer un générateur au diesel, pas très loin de ton setup et de le faire tourner aussi. C'est ça. C'est écolo. D'ailleurs, on va en parler avec le paramoteur. Mais non, donc l'autre solution, c'est effectivement de relier les flashs par câble, auquel cas on n'a plus ce problème-là. Mais quand tu as un flash qui est derrière, à 20 mètres, que tu veux pas voir le câble et puis qu'il faut les passer par les branches et tout, c'est très compliqué. Donc ça m'arrive quand je veux laisser l'appareil 5 jours, effectivement, je prends la cellule qui dure longtemps, les flashs qui durent 5 jours, les câbles qui sont reliés directement à l'appareil, et là, effectivement, je peux laisser l'appareil 5 jours sans y retourner. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moins on va sur le terrain, moins on dérange, moins on laisse d'odeur, plus on a de chances d'avoir des images. Alors là, on est dans un cadre d'utilisation très spécifique, hein, mais tu ne fais pas que de la photographie par piège photo, loin de là. Puisqu'on parle de matos, tu peux nous décrire un petit peu ce que tu utilises de manière plus générale? Tu es vraiment que au GFX? On pourrait imaginer que tu es aussi en APS-C quand tu voles justement à bord de ton paramoteur. Décris-nous un petit peu ce qu'il y a dans ton sac photo, à la fois boîtier et optique. Alors, dans mon sac photo, il y a effectivement que des GFX. Donc, quand je vole, j'emmène 2. Alors, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus gros, bien que pour du grand format, ils ne soient pas si gros que ça. Mais les optiques sont un peu plus lourdes. Mais donc, j'utilise 2 GFX dans un sac que je me suis fait aux dimensions de mon paramoteur. Et donc, j'en ai un avec un téléobjectif, un 110 qui ouvre à 2. Et puis l'autre avec un zoom grand angle, donc le 20-35 qui équivaut en gros à un 16-28. Voilà. Donc j'ai ces 2 appareils qui sont dans mon sac, posés sur mes genoux, et que je prends à volonté en fonction du sujet que je veux photographier ou de ce que je vois devant moi. Le GFX 100 RF, il t'a fait de l'œil un petit peu parce que c'est un boîtier très particulier avec une focale fixe qu'on qualifie de compact qui n'est pas si compact. Alors, l'histoire du GFX, quand il est sorti, que j'ai vu les annonces, j'ai dit « Ah non, ce truc-là, c'est pas pour moi, c'est un appareil de photo de rue, non, c'est pas pour moi. » Et puis, un ami... Marc Chénaud, pour ne pas le citer, qui est aussi ambassadeur, il dit « Attends, mais il faut qu'on l'essaye, je viens en Bretagne, on va l'essayer tous les deux. » On m'a demandé à Fuji de nous en passer un et on l'essaye tous les deux. Et bon, il venait de sortir, et puis Fuji dit « Bah ouais, vous êtes 2, ok, on va tâcher de vous en trouver un, quoi. » Et donc là, erreur fatale, je l'ai pris en main. Il me dit « Tiens, je te le laisse une journée et puis tu l'essayes. » Et là, je suis tombé amoureux du truc, quoi. C'est un truc de dingue. Et tous les inconvénients qu'il y avait sur le papier, en fait... ils sont transformés en avantages pour moi. C'est-à-dire l'absence de stabilisation, par exemple? L'absence de stabilisation. En fait, on a un obturateur central.
moi, je m'en sers beaucoup en aérien maintenant. De toute façon, il faut être au 500e de seconde minimum. Donc, la Ouais, la stabilisation, stab, ça on s'en pas. fout. Oui, oui. On s'en fout. L'ouverture, elle est compensée par la montée en ISO qui est excellente. Et la focale fixe, en fait, ça permet, d'avoir quelque chose qui est pas encombrant, mais ça permet quand même, vu la capacité du capteur à 100 millions, de cropper dedans de manière de dingue, pour avoir, 3 ou 4 focales différentes, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent, mon GFX avec le 20-35, il est remplacé par le RF, parce qu'il me permet de presque de tout faire, quoi. Mmh. Alors, parmi tes sujets de prédilection, les arbres figurent probablement en tête de liste, à tel point que tu es correspondant de l'association Arbres pour les départements de la Marne et de la Haute-Marne. Georges Fetterman, président de l'association Arbres Remarquables de France, se présente à la fois comme un spécialiste des arbres, mais avant tout comme un naturaliste au sens large. Il revient sur votre collaboration qui a donné lieu à 3 parutions, dont les arbres les plus remarquables de France, les plus beaux chênes de France et du monde chez Albin Michel. Dans un premier temps, je lui ai proposé de me fournir des photos pour un livre qui s'appelait Les arbres les plus remarquables de France, chez Albin Michel. Et ensuite, comme tout s'était bien passé, un ouvrage plus euh, personnel à nous deux, si je peux dire. D'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée. Les plus beaux chênes de France, toujours chez Albin Michel. Et on est parti là-dessus, on a travaillé ensemble et il a parcouru différents coins de France avec des endroits privilégiés. D'une part sa région, la Champagne, et d'autre part la Bretagne. Et puis il est revenu avec des photos magnifiques sur les chênes. Quand j'ai vu qu'il faisait en plus de la photo avec son engin volant, là, je lui dis, ça te dirait pas qu'on essaye de faire quelque chose, parce que moi je suis un passionné des paysages de France, de partir essayer que tu voles sur certains des paysages les plus extraordinaires de France, sur le plan de la nature, de la géologie, paysages insolites ou autres. Moi j'écrirais les textes, quoi. C'est parti comme ça, et cet ouvrage, il est en cours de route. Il a volé dans les coins que j'ai cités tout à l'heure. D'ici peu, je crois que c'est pour le mois qui vient, il devrait voler, les conditions, il faut que la météo soit là, sur des sites qu'il découvre. C'est à moi que je vais lancer des fleurs tout bêtement, parce qu'il m'a dit, je te remercie, parce que du point de vue de la géographie, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Donc, ça lui permet d'enrichir sa connaissance géologique de la France. Il est revenu, par exemple, d'Auvergne, où il a volé au-dessus de la chaîne des puits, des volcans, des cratères et autres, où il a ramené des images magnifiques. Et là, très bientôt, je pense qu'il va aller voler au-dessus de sites exceptionnels en Provence ou dans le sud des Alpes. Voilà les liens qu'on a, et il revient toujours avec des photos de grande qualité. Là, j'ai en mémoire, il m'a envoyé ça il n'y a pas très longtemps. Il a photographié la côte de Granit Rose dans les côtes d'Armor, avec des vues pas du tout habituelles. Moi, je suis habitué à les voir d'en bas. Lui, il les voit d'en haut, au point qu'on envisageait d'appeler notre projet vue d'en haut, vue d'en bas, ou quelque chose comme ça. En ajoutant plutôt que il est plus que sympathique, toujours enthousiaste et passionné, et qu'on partage quand même beaucoup les mêmes passions. Parce que moi, je suis arbre, mais je suis aussi un naturaliste tous azimuts, et donc on partage exactement les mêmes passions. Et j'ai hâte de voir son projet, son projet qui est devenu un livre, sur les photos faites la nuit. J'en ai vu quelques-unes, mais ça devrait être magnifique. Alors comme ça, il y a quelques progrès en géographie à acquérir. Ouais. Non, mais ce qu'il dit pas, Georges, c'est qu'il se moque de moi. Il dit: «Ah, mais» il il a, et à juste titre, voilà, il dit: «Non, mais bon, en gros, je suis nul en géographie», et la dernière virée que j'ai fait, je lui dis: «Écoute, Georges, je te remercie parce que franchement, je progresse en géographie», et alors il m'a répondu comme quoi, rien n'est impossible. Il a l'air un peu taquin. Oui, oui, oui. Et ça remonte à quand, cette passion que tu as pour les arbres? Alors en fait,
Un jour, je regardais dans ma photothèque et puis, je dis: «Tiens, c'est bizarre, quand même, sur pratiquement toutes mes photos, il y a un arbre» et je m'en étais pas rendu compte et donc je me suis dit: «Ouais, bah, c'est un beau sujet et je vais approfondir, la chose» et donc je connaissais, à cette époque-là, l'association, Arbres remarquables de France et la notoriété de Georges Fetterman et donc je lui ai proposé de devenir effectivement, correspondant pour mon département et il a accepté tout de suite et bon, enfin, faut dire que j'en étais très fier parce que franchement, Georges Fetterman, pour moi, Ah, c'est une sommité, hein. c'est une sommité, c'est la référence, et il a une connaissance, sur tous les sujets, la géologique et tout, franchement incroyable. Donc voilà, aujourd'hui, on fait des livres ensemble. Il n'a pas parlé, non plus du livre qui est sorti au printemps, chez, Delachaux Nestlé, Vue d'en haut, EAU. Qui est un tour d'horizon de tout ce qui concerne l'eau en France, depuis la création de la terre jusqu'aux problématiques, qu'on a aujourd'hui. Il a fait, des textes qui franchement sont, enfin moi j'ai découvert plein de choses. C'est très agréable à lire parce que c'est très, facilement abordable et franchement on a pris aussi un réel plaisir à faire ce livre. Mais c'est quoi exactement ton rôle de correspondant pour cette association Arbre? Enfin, Alors, mon rôle, je suis malheureusement pas assez, actif dans ce rôle-là, mais c'est, ben, de se balader, de découvrir des arbres et puis, de proposer qu'ils soient labellisés. ok. Donc, il faut l'accord du T'es propriétaire, l'expert. voilà et on monte un petit dossier et donc l'association a un jury et là, ils vont déterminer s'il peut être remarquable de France ou pas. Parce qu'effectivement, on peut pas prendre tous les arbres et puis dire: «Ils sont remarquables». Enfin, voilà, ça n'a plus de sens à force. Donc il faut qu'il y ait des critères spécifiques, ça peut être aussi bien l'âge, la forme, l'histoire. Il y a plein de critères différents. C'est pas, uniquement un super bel arbre bien vieux. Et voilà, nous, on propose ça et puis, s'il y a des gens qui nous contactent dans le département, on les aide à monter le dossier. Toi, tu as la particularité du coup de les observer souvent d'en haut, les arbres, de les photographier d'en haut. Pourquoi tu as choisi le paramoteur alors qu'aujourd'hui il y a des drones qui existent? Pourquoi tu tiens absolument à rester toi-même en l'air? Heu, la réponse que j'ai pour ça, c'est: «Il est hors de question que mon GFX, il vole sans moi». Heu, non, mais alors ça, c'est pour rigoler, mais bon, effectivement, je fais aussi du drone parce qu'il y a des endroits où c'est pas possible de voler, enfin, ou moins en sécurité, donc là, j'envoie le drone. Dernièrement, j'ai fait sur des ravins, où c'est franchement pas facile. Mais c'est avant tout déjà une passion, qui m'a été transmise par l'instructeur qui m'a fait passer mon brevet et la particularité du paramoteur, c'est bah, déjà on vole, au-dessus des drones. C'est-à-dire que le drone, en gros, il est limité à 150 mètres. Nous, on n'a pas le droit de voler en dessous de 150 mètres. Mais moi, je suis pas limité en hauteur. Bon, il y a une réglementation aérienne qui est la même pour tout le monde, donc on la respecte. Mais si c'est autorisé, je peux monter à 1000 mètres, à 2000 mètres, 3000 mètres, au Mont Blanc, c'est autorisé. Donc et là, j'ai un point de vue, qui est complètement différent du drone. Ça fait une bonne raison, Ça effectivement. fait une bonne raison et l'autre truc, c'est que, souvent le matin, je pars et je sais pas ce que je vais photographier. Donc je monte en l'air, je monte à 300 mètres et puis je dis: «Ah tiens, là-bas, il y a de la brume là, mais c'est à 20 kilomètres». Bon, j'y vais. On imagine en drone, on redescend le drone, le temps d'aller là-bas, ah bah, la brume elle est partie, ah puis finalement c'était pas si bien que ce que je pensais. Moi je fais mon petit tour, je fais 50 kilomètres en général, et là je vais, où ça me semble bien, quoi. Mais piloter, photographier, c'est compatible? C'est complètement compatible. En fait, ce qui est enfin, le plus délicat en paramoteur, c'est le décollage et l'atterrissage. Après, on a des ailes qui ont fait des progrès de dingue, elles volent mieux si tu les touches pas. On appelle ça des ailes réflexes.
Donc moi, je les touche pas et même, pour te dire, des fois, je me suis aperçu, j'ai fait un nombre incalculable de photos. Je dis: «Ah mais ouais, mais alors, en fait, j'ai jamais tenu les commandes, quoi, parce que j'ai fait trop de photos, quoi. J'ai pas le temps de tenir les commandes». C'est rassurant. Sans les mains. Non, mais c'est tout à fait ça et Ouais. même pour tourner, en fait, il suffit de se pencher et Ouais, ça c'est le tourne, poids du quoi. corps. Mmh. Ouais, ouais. Et ça coûte pas trop cher de faire des vols comme ça en paramoteur? Alors c'est ce qui coûte le moins cher. Un moteur, ça coûte 6 000 €, une aile, ça coûte 5 000 €, pour du neuf, hein. Ouais. Après, voilà, de l'occasion, tu peux trouver moitié moins cher, facilement. Mais donc voilà, voler avec son propre matos pour 10 000 €, tu vois, c'est pas plus cher qu'une moto. Mmh. Moi, j'ai un moteur qui consomme pas, je fais 2,5 litres à l'heure, donc enfin, de temps en temps, je fais du tandem, j'emmène des gens et puis ils me disent: «Combien je te dois?» «Ben 5 €». Ah ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. Mais à déplacer, à déployer, c'est pas trop fastidieux? Non, alors moi, il reste toujours monté, il est sur un porte-vélo derrière la voiture, donc il gêne pas dans la voiture, c'est prêt en 3 secondes. L'aile, ça tient dans un sac à dos, hein, on l'étale au sol et voilà, en 10 minutes, on est en l'air, quoi. La Champagne, le lac de Der sont tes terrains de jeu. Est-ce que tu as d'autres coups de cœur en France? Et on se rappelle que Georges évoquait la Bretagne. Ah oui, alors Georges, il évoque la Bretagne. Bon, c'est vrai que Et en on fait. rappelle ton nom de famille, c'est Bourguignon, hein, Ouais, donc c'est on est un peu perdu là. C'est ça. Non, en fait, je vais en Bretagne depuis que je suis né, pendant toutes mes vacances et donc voilà, on a la chance d'avoir un pied-à-terre en Bretagne. Donc dès que je peux, je me rends en Bretagne et effectivement, je fais beaucoup de vols là-bas et il s'avère aussi qu'en Bretagne, il y a une concentration d'arbres remarquable qui est assez phénoménale, quoi. C'est incroyable, c'est infini, beaucoup plus que dans notre région qui pourtant, notre département, la Haute-Marne, est un des départements les plus boisés de France. Mais en fait, voilà, c'est des grandes forêts et les arbres remarquables, ils sont pas souvent en grande forêt. Donc oui, la Bretagne, j'y reviens souvent et Georges, pour me taquiner, il me dit: «Bon, les plus beaux chênes de France, c'est bien, mais il y a pas qu'en Bretagne qu'il y a des beaux chênes». Alors, on l'a évoqué lors de ta présentation, tu as participé à la création du festival photo de Montier-en-Der. Maude Potier, qui a été en charge de la programmation du festival pendant 17 ans et qui est actuellement en charge du développement du site Ramsar étang de la Champagne humide, se souvient d'une exposition marquante en lien direct avec ta passion pour les arbres. Pascal Bourguignon, c'est un photographe, qui a une histoire un petit peu particulière avec moi parce que, j'avais une passion, pour, un peu les environs du lac du Der et notamment les grues cendrées et Pascal Bourguignon à l'époque, c'était un peu le photographe emblématique, de ce territoire-là qu'on appelle un peu la Champagne humide et donc, c'était quelqu'un, enfin voilà, que j'admirais sans réellement le connaître. Et de par, mon expérience, au festival photo de Montier-en-Der et ben, je me suis mis à le rencontrer et plus que ça, à le côtoyer et à faire notamment, bah, des projets, hein, des projets d'exposition photo avec lui et cette «expérience» entre guillemets, elle a évolué aussi. Elle est devenue carrément une amitié et j'allais dire, enfin voilà, des échanges, bah, sur plein de choses qui nous animent, que ce soit, les découvertes naturalistes ou j'allais dire, le passage, à rendre ces observations, naturalistes par, bah, le médium qui pratique évidemment, qui est la photographie. Et on a eu effectivement, énormément de projets et j'allais dire peut-être, dans les plus fous, parce qu'on a eu du mal, si je puis dire, à convaincre. À l'époque, de la création du parc national de Forêt, donc qui est dans le sud de la Haute-Marne notamment, Pascal a toujours eu la passion pour les arbres et avec un peu l'évolution du matériel, sa passion pour Fuji,
il avait un challenge qu'il voulait réaliser sur les arbres et faire alors une exposition grandeur nature, c'est un peu exagéré parce que on n'a pas tiré des photos de 30 mètres de haut, mais quand même, on a fait des très très grands tirages sur un papier absolument merveilleux d'annemuleux qui donnait une sorte, enfin voilà, de transparence, qui faisait vivre comme ça les écorces, le feuillage. Et on a eu un peu de difficulté, si je puis dire, à l'installation. Je sais plus quelle édition de Montier c'était. C'était une exposition qui était à la Halle au Blé. Et enfin voilà, ça avait vraiment créé un événement assez extraordinaire, j'allais dire de par la réalisation, c'est-à-dire d'avoir senti vraiment la satisfaction de Pascal sur cette réalisation-là. Là, en tant que professionnel, du coup, c'était vraiment chouette et j'allais dire, la surprise ultime, c'était un peu, la rencontre du public avec cette exposition-là où, waouh quoi, parce que c'est vrai qu'on se dit: «Allez, exposition sur les arbres et tout» et là, on a vraiment réussi à faire pénétrer les gens, en forêt. Uniquement, alors j'allais dire sans décor, sans ramener de décor naturel, mais vraiment uniquement à travers, ses tirages et sa photographie. Et que je crois que ce qui était vraiment chouette aussi dans cette expérience-là, donc c'était à la fois son expérience de photographe, mais aussi son expérience, de tireur, de labo, puisque, il avait, réalisé du coup ces tirages-là et qu'il y avait aussi un challenge, alors que je maîtrise moins, mais il y avait quand même un challenge technique qui était assez important et ça, je pense que ça doit faire partie de ses plus beaux souvenirs, d'expo et mes plus beaux souvenirs également. Mmh. Tu t'en souviens de ces grands tirages? Un peu que je m'en souviens. Pour compléter un petit peu ce que dit Maud, donc il faut s'imaginer, là, à l'Oblé, chaque arbre, chaque tirage, donc en 3 allées différents, fait 3,30 m de large et 4 mètres de haut. Mmh. Donc c'est suspendu au plafond et il y a 24 images. Donc en fait, on a recréé des allées d'arbres et des photos en noir et blanc. En fait, on pourra en reparler après, mais c'est des photos qui ont été faites en argentique, mais à la grosse chambre, Mmh. 20-25 et donc avec un détail de dingue, c'est-à-dire que les gens pouvaient s'approcher, à 50 centimètres et s'il y a une coccinelle sur l'écorce, tu la vois. Et donc cette précision et puis, en fait, ce manque de recul aussi, parce que, les gens, ils avaient peine à voir les arbres en entier. Alors on nous l'a reproché, mais en fait, on voulait recréer le fait que, tu te balades dans une allée forestière et c'est la sensation que tu as, les arbres qui sont immenses autour de toi et franchement, ça a bien marché. Ouais, ça reste, sûrement le plus beau, souvenir, d'expo que j'ai fait, oui, bien sûr. Mmh. Dans la sensation, le choix du papier, c'est important. Elle parle du papier anneuleux. Et elle précise aussi que c'est toi qui as fait les tirages, hein. Tu as un passé de tireur. Est-ce que tu continues cette activité maintenant que tu shootes en numérique? Oui, en fait, j'ai plus une activité de tireur que de photographe. C'est-à-dire que voilà, mon métier, c'était de faire des tirages d'expo pour les autres photographes. Donc ouais, je connais bien le système et donc là, effectivement, le challenge pour ça, c'était, on prend une photo, on la coupe en 3. Faut que tout se raccorde bien, mais voilà, c'est pas un tirage de 30 centimètres de long, quoi. Il fait 4 mètres de long, donc il faut pas que ça parte en live, quoi, hein. Quel lien tu as encore aujourd'hui avec le festival? Tu es toujours connecté à Montier? Oui, je suis toujours connecté dans le sens alors j'ai pris un petit peu de recul, bon avec mon activité qui a pris du recul aussi puisque je suis en retraite, mais que je continue quand même de bosser un petit peu, pour les gens que j'aime bien et je suis toujours partie prenante cette année puisque j'aurai, donc avec Daniel l'expo, de notre livre Veilleurs de nuit, Mmh. sur cette édition de Montier-en-Der. Oui, qui va être une belle édition avec des parrains assez prestigieux qui Oui, Ouais, sont. un oui. beau line-up, comme on dit, cette année. Ouais, deux invités qu'on a eus ici, hein, Ouais, qui sont. Laurent Balesta et Vincent Munier. Voilà. Mmh. Donc, oui, c'est plutôt. Et Mathieu Ricard.
Je le signale. Qui n'est pas parrain, mais qui sera là aussi, ouais, mais tout à fait, qu'on a eu aussi. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce festival à l'époque quand on revient en arrière comme ça, tu peux nous rappeler un petit peu le contexte? On l'a dit depuis le début, Ouais. tu as participé à la Alors création donc, du festival, mais de quelle manière? Comment ça s'est passé? alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, oui, je reviens de la remise des prix du BBC à Londres. Et puis, donc l'expo, on me fait une petite expo au Muséum d'histoire naturelle de Bourges. Et puis, Laurent Arthur de Bourges me dit: «Mais tu sais, l'expo du BBC, elle passe pas dans ta région, dans l'Est, ce serait bien, tu vois, qu'on puisse la faire passer là-bas». Et donc je rentre à Montier-en-Der et puis, avec quelques amis, on se dit: «Bon, est-ce qu'on ferait pas venir l'expo?» Bah ouais, ouais. Et à l'époque avec, mon ami, Roger Guichon, de Europe Nature Optique qui vend les systèmes de jumelles et de longue vue, on avait notre propre réseau. Allez, c'est marrant parce que c'était avant internet, donc c'était du mailing par courrier, quoi. Mais on envoyait des milliers d'adresses, des milliers d'enveloppes. Et donc on avait notre propre réseau et on se dit: «Ouais, OK, on monte un truc». Donc on fait appel à des amis, donc bah, Jean Chevalier, le père de Vincent Munier, Michel Munier, parce que Vincent, il était jeune à cette époque-là, Fabrice Caez et puis, 2-3 marques et hop, on lance notre truc. Et ce week-end-là, donc on se dit: «Allez, on va caler ça sur la migration des grues, comme ça on est sûr qu'il y a au moins un minimum de personnes». Et ce week-end-là, tempête de neige, grève de transporteurs et 1000 personnes viennent. 1000 personnes pour un truc qui n'existait pas. Ouais, ce qui est beaucoup déjà, Ouais, hein. ouais, ce qui est déjà énorme. Et que les enveloppes sont arrivées à destination. C'est ça. Donc on s'est dit: «Ouais, il faut continuer là-dessus». Donc dès l'année suivante, on crée le festival et puis c'est un engrenage qui a pris, très, très vite. Mais donc à l'époque, je dirais dans l'équipe du festival, j'étais le seul à faire de la photo animalière parce que c'était pas très répandu encore, la photo animalière, contrairement à aujourd'hui. Depuis le temps a passé et le festival de Montier, bah, c'est plus qu'un festival de photos animalières. Il prend presque maintenant une dimension politique. Il est question de nature au sens large, de problématiques environnementales. Là, on a vu l'édition de Photoclimat qui vient de se terminer. Cette approche-là, elle est hyper importante aujourd'hui pour le festival. Ah oui, 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 carrément, je veux dire, enfin, oui, c'est tout ce qui concerne la nature. Si ça peut être militant, tant mieux. Voilà, tout est fait pour sensibiliser les gens aux problématiques de la nature et je dirais de l'espèce humaine en ce moment, quoi, hein. Là, on a beaucoup parlé de ton travail en France, mais tu guides, en tout cas, tu as guidé dans des voyages, hein, dans des contrées polaires. Est-ce que ton approche, elle a évolué au fil des ans, ta sensibilité aussi, tes engagements peut-être par rapport à ce que tu as vu là-bas ou fait? Heu, ouais, c'est pas facile à répondre à cette question. C'est toujours des voyages plaisir. Je veux dire, moi, j'étais accompagnateur photo, donc tu des gens qui sont émerveillés, tu les aides à faire les meilleures photos possibles, donc tu as tendance à voir que le plus beau côté des choses. Après, j'y suis pas aller assez longtemps pour pouvoir, dire: «Bah, ouais, tu vois, ce glacier-là, il a disparu» ou «La glace, elle a fondu» et cetera. Parce que bon, plusieurs choses ont fait que j'ai voulu arrêter. Mais j'y ai pris beaucoup de plaisir, mais ce que je constate, le recul d'aujourd'hui, c'est que, bah, ouais, c'est bien de se faire plaisir, mais il faut arrêter de prendre l'avion toutes les 5 minutes, quoi. Ah bah c'est pas Vincent Meunier qui va te contredire, hein. Il milite beaucoup Exactement, là-dessus, hein, exactement. depuis la Panthère des Neiges. Donc c'est quelque chose que je referai pas de toute façon, ne serait-ce que pour ça, quoi. Mmh. Il y a quelque chose que tu voudrais ajouter parmi tous les points qu'on a abordés? Peut-être quelque chose qui te tient à cœur, dont on n'a pas parlé? Ouais, j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. Figure-toi qu'aujourd'hui, je suis à mi-parcours, ouais, je suis à mi-parcours de mon chemin photographique. Alors, non, je vais pas vivre 120 ans, hein, ça c'est clair. On t'a pas Mais demandé ton âge, hein. non, mais je vais te le dire. Mais non, mais ce qui est marrant, c'est qu'avec la rétrospective, ben, en fait, aujourd'hui, en 2025, je suis arrivé à autant d'années d'argentique que d'années numériques. C'est-à-dire que j'ai 25 ans d'années argentique et 25 ans d'années numériques.
Ce qui semble un peu fou parce que, effectivement, tu vois, sans y penser, je dirais, bah, ouais, non, non, j'ai beaucoup plus d'années, numériques, quoi. Voilà, on est dans le numérique, on est dans le numérique et non, en fait, j'ai autant d'années argentiques que d'années numériques. C'est marrant. Ah bah ça fait un sacré chemin parcouru, ouais. Ça fait que Ça en dit long. ça fait que tu es encore plus vieux que ce que tu penses. Et bon, avec le retour de l'argentique aujourd'hui, qui sait, tu vas peut-être remonter les stats de tes années Ah oui, non, mais argentiques donc, dans un futur ouais. proche. Donc, C'est pas fou. oui, en tous les cas, mes stats à moi, oui, puisque donc je continue la photo argentique, mais en grand format. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir échangé et partagé tout ça avec nous et nos auditeurs. On passe à la suite et on attaque la séquence répondeur. Nous sommes toujours avec le photographe Pascal Bourguignon pour cette grande discussion au coin du feu. C'est une habitude sur le format au coin du feu, pas de débrief aujourd'hui. Par contre, Pascal, on a une petite surprise pour toi. On a réussi, figure-toi, à pirater ton téléphone portable et tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose naturellement de les écouter. Le répondeur de Pascal Bourguignon vous est présenté par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Vous avez 11 nouveaux messages. Hello mon poulet, c'est Steph. C'est juste un petit coucou pour te remercier de ta bienveillance et de ton soutien depuis que je t'ai rencontré grâce à l'Armand, notre écrivain préféré. Il y a une vingtaine d'années, j'étais tout flippé à l'idée de te montrer mes images, mais tu as été super cool. Tu m'as encouragé à poursuivre la photographie. Tu as édité 2 de mes premiers livres. Tu as tiré mes expos, enfin beaucoup de mes expos. Tu m'as appris plein de trucs qui m'ont fait progresser. On a tellement ri ensemble aussi, ça c'est inoubliable. Mais c'est donc un peu à cause de toi que je continue à traumatiser une partie du public qui fréquente les festivals photo nature depuis plus de 20 ans. Tu fais partie des personnes qui soutiennent le talent des autres plutôt que de le jalouser ou de le copier. Tu restes toi-même en toutes circonstances, un petit bonhomme frisé qui ressemble à Jamie. Bref, merci pour tout et bravo pour ton nouveau livre. Une fois de plus, il est magnifique. Je suis très heureux que les gens prennent la mesure de ton talent, parce que tu es trop discret souvent. Alors bisous voulants mon poteau et à bientôt à Montier et vive les cassoulets. Je t'embrasse. Ouais, salut, pas, c'est Alain. Bon, tu réponds pas? Vu l'heure et vu ce beau temps, je pense que t'es parti voler. D'Ivoire, il y a Scott Davis qui vient manger à la maison ce soir. Je voulais l'impressionner avec ton fameux riz cocotte, mais je me souviens plus comment on le fait. Je prends quoi comme riz? Du long, du basmati, du risotto? Bah attends, en fait je vais appeler Hervé, il doit savoir. Plane bien, bisous. Salut Pascal, c'est Maude. Te souviens-tu de cette folle journée où tu m'as fait découvrir l'anatomie d'un merle? Mon baptême moto qui s'est terminé avec un œsophage en guise d'écharpe. Ce fut délicieux. Point de photographie ce jour-là, mais une image gravée à jamais. Alors merci, car grâce à toi, mon bilan carbone à 2 roues motorisées est resté nul pour toujours. Et rassure-toi, je me souviens aussi de tout le reste qui s'est toujours bien terminé. Et ah oui, une dernière chose, n'oublie pas que la Bretagne est une résidence secondaire et que les zones humides de Champagne ont besoin d'un photographe officiel. Ouais, salut, c'est Hervé. J'ai eu Alain au téléphone là pour la recette du riz cocotte. On n'arrive plus trop à se souvenir de ce que tu fais revenir dans le fond de la cocotte avant de mettre le riz. Lui, il est persuadé que c'est des oignons, mais je dirais plutôt que c'est des échalotes, non? Tu sais, celle que tu m'as fait goûter crue quand j'étais petit en me tendant soi-disant un bonbon. Bref, rappelle-moi quand tu peux, c'est super important. Il m'a dit qu'il recevait Bayron Davis ce soir. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Bon, bah Pascal, je suis ravi, non, je suis déçu pour ton pauvre arbre, dont j'ai su qu'il avait une fin de vie un peu terrible. Eh ben, je ne peux que t'espérer plein de bonnes choses à l'opposé de ce pauvre arbre que tu as suivi durant toute sa période de vie. Je t'embrasse, mon cœur. Alors, j'arrive un peu sur la pointe des pieds, car je pense qu'on peut dire qu'on ne se connaît pas vraiment, même si on se croise de temps en temps, notamment du côté de chez toi ou sur des espaces d'expo. Alors, si mes souvenirs sont exacts, je crois que nos premiers échanges datent d'il y a une vingtaine d'années déjà. J'avais alors fait appel à tes services pour des tirages de photos qui ont bien tenu dans le temps d'ailleurs.
Alors, on ne se connaît pas vraiment, mais je dois dire que tu m'as toujours inspiré beaucoup de sympathie. Voilà, il y a des gens comme ça. Il suffit de croiser leur regard, leur bonne bouille, pour qu'on sache instantanément à qui on a affaire. Alors, ça commence à se savoir. Tu t'es un peu converti à la prise de son naturaliste depuis quelque temps. Alors, bienvenue au club des audionaturalistes. Et à ce propos, je me dis que ça serait super si tu pouvais pointer ta bonne bouille au prochain rassemblement de l'association Sonatura, l'association des audionaturalistes francophones, d'autant plus que ce rassemblement aura lieu dans une région qui est chère à ton cœur, la Bretagne, plus précisément à Penvenant, dans le Trégor, dans les Côtes d'Armor. Et donc, bah, écoute, on t'y attend, mais alors, ne viens pas en paramoteur. Ça, tu pourrais pas y couper. Quoique, quand je vois la qualité de tes photos prises du ciel, eh bien, je me dis que tu peux bien survoler nos micros de temps en temps. On ne t'en voudra pas, du moment que c'est pas trop long. Voilà, bah, écoute, au plaisir de te recroiser, cher Pascal, et de faire plus ample connaissance. Bon vent et salutations vosgiennes. Bon, j'ai appelé Hervé, il me dit qu'il faut laisser cuire 15 minutes à partir du moment où ça pchit, mais ça va cramer, non? J'aurais dit 10 minutes grand max. Ah oui, et l'eau, faut que ça arrive au niveau du riz, c'est ça? Ou un peu plus haut? Bon, en fait, c'est quoi? Je ramène Scott, on vient tous manger chez toi ce soir. Comme ça, tu nous le feras toi-même, ce sera plus simple. Par contre, tu prendras pas tout le grillé, hein? Et il faut vraiment qu'on se refasse une session de transmission de la recette. Allez, je ramène 10 kilos d'échalotes et 10 de comté à toutes. Hello Pascal, c'est Marc. Écoute, j'espère que tu vas bien. Il est à peu près 10 heures. Tu devrais être redescendu si tu volais ce matin. Pas de chance pour moi. Écoute, je t'appelais pour deux choses. Parler un peu de nos deux voyages respectifs parce qu'on s'est pas eu au tel depuis. Et j'espère que ton son RF t'a bien servi sur place. Tu me diras ça de vive voix. Je t'appelais aussi, du coup, bah, bien sûr, pour te remercier. J'ai bien reçu ton dernier livre. En revanche, fais gaffe parce que je sais pas si c'est normal, mais mon exemplaire est tout décoloré, les photos sont toutes en noir et blanc, ça craint vraiment. Allez, blague à part, un énorme bravo pour ton travail et celui de Daniel. C'est vraiment un livre unique de selfie animalier. Moi, j'avais jamais vu ça, on en avait déjà parlé. Bravo, un super boulot de repérage. Écoute, je te laisse, on se verra sur Montier lors de ton expo ou peut-être avant en Bretagne chez Josie. Allez, ciao. Ouais, salut Pasquale, c'est Lolo. Écoute, je me suis mise à trier des photos et je suis retombée sur des photos de l'Australie avec notre voyage là, tu te rappelles, et puis la partie en Tasmanie là, et j'ai retrouvé des photos d'arbres où je suis devant là, toute minus, encore plus minus que d'habitude. Enfin bref, c'était quand même un super voyage. Et puis et l'escale aussi, waouh, l'escale avec les massages de pieds. Bon ben voilà, hein, que des bons souvenirs quoi, hein. Au fait, tiens, je repense là, tu te rappelles, là, il y a eu la panne là, du paramoteur là, hein, en plein champ là, dans la Meuse là, en Brion. Bon, n'empêche que depuis ça, tu me dois quand même toujours un tour en paramoteur, hein. Bon, bah allez, à bientôt. Bah oui, si, au fait, la semaine prochaine, on se cale un rendez-vous pour manger chez Layo. Je propose, je fais le plat, et puis Gigi, elle fait le dessert. Bon, bah allez, écoute, bis à Gigi, à très bientôt. Salut. Salut Pascal. Si je te dis 1997, salle Bercher à Montier-en-Der, avec ta fougue, tu nous avais rassemblés, Fabrice Caès, Jean Chevalier, quelqu'un d'autre, je crois, pour exposer nos images nature, mais pour un petit public local. Et l'année suivante, tu mettais en place le premier festival Images Nature de Montier. Incroyable quand même, hein. Quel propulseur t'as été quand on voit maintenant le rayonnement international qu'il est devenu. Et puis, plus récemment, en 2019, je crois, chez Maude Potier à Châtillon, elle nous avait rassemblés chez elle pour un pique-nique. Et là, à côté de toi, il y avait Pierre Hénard, le fils du célèbre artiste naturaliste, on peut dire philosophe, visionnaire, Robert Hénard, qui est oublié malheureusement maintenant. Et pour moi, ça a été un choc, hein, je peux te dire, hein, car il était la copie conforme de son père. Par la suite, il est devenu un ami, mais malheureusement, il est parti un peu trop vite. Mais tu vois, grâce à toi, je venais de faire l'une de mes plus belles rencontres. Bon, écoute, je suis tout simplement le père d'eux.
peut-être que je vais venir faire un petit tour au festival et on va peut-être se croiser. Alors, à bientôt. Salut! Ouais, c'est encore moi. J'ai oublié de te redire concernant les enregistrements du Bram que tu m'as envoyé pour les kikis. T'as raison, ça serait top qu'on les emmène découvrir ça. Ouais, moi j'ai gardé trop bons souvenirs quand je partais avec toi faire des photos quand j'étais petit, quand on se levait hyper tôt le matin. Je me souviens quand on était à l'affût, sans bouger pendant de longues minutes. Tu te rappelles la fois où on a observé un renard qui s'était approché genre à quelques mètres de nous, et que d'ailleurs j'avais pas pu photographier correctement parce que j'avais impatiemment vidé ma pellicule alors qu'il était encore à l'autre bout du champ. Ou justement quand on allait écouter les cerfs bramer, là, c'était super impressionnant. Même sur la digue, quand on allait observer les oiseaux ou admirer l'envol des milliers de grues. Oh, et la fois où on s'est fait arroser par les fientes de cormorans au bord de l'étang, tu te souviens? Ouais, et même après, avec ces magnifiques voyages en Islande et en Finlande. Bref, merci pour tous ces moments magiques. Bon, on se rappelle pour emmener Mahan et Yuna un jour? À plus! Fin de vos nouveaux messages. T'as reconnu tout le monde? Ouais, j'ai reconnu tout le monde. Il y en a quelques-uns qui... Marc Namblard, oui, moi, évidemment, il a jamais donné son nom, donc, mais j'ai fini par le reconnaître. À la fin, on comprend quand même. Hein. Il est pudique, Marc. Ouais, bah, je suis agréablement surpris que vous ayez pu piéger, ouais, c'est le mot, piéger toutes ces personnes qui me sont chères. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Bah, toi, tu poses des pièges photos, nous, on a nos pièges audio, hein, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est une réelle interrogation de savoir effectivement comment vous avez fait et comment vous les avez listés, comment... Ouais. Alors, on divulgue pas nos sources. Chapeau, franchement, chapeau. Ouais, Par chaud, contre, ouais. on apprend que t'as l'air un peu gourmand, non? Ah, c'est quoi ces recettes de riz? Ah non, mais ça ça, a l'air pas c'est mal. donc la recette du riz cocotte, c'est une recette familiale et on veut pas qu'elle se perde. C'est ma mère qui nous faisait du riz cocotte une fois par semaine. Et c'est une cuisson qui est complètement différente voilà, du riz qu'on peut faire normalement. Et donc, effectivement, on essaye enfin, j'essaye de la transmettre. Et parce que donc, de temps en temps, quand ils viennent, ouais, je vous fais du riz cocotte. Ah ouais, du riz cocotte, on adore ça. J'ai même mon petit-neveu Arthur qui, un jour, m'a téléphoné, il était en Australie, et puis il dit, ouais, tonton, c'est comment déjà qu'on fait le riz cocotte? Il voulait faire du riz cocotte en Australie, c'était marrant. Ça n'a pas l'air mauvais hein, quand on lit ces ingrédients. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Bon, on remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à ce répondeur. Et par ordre d'apparition, Stéphane Hett, photographe, Alain Bourguignon, ton fils, Maude Potier, en charge du développement du site Ramsar, étang de la Champagne humide, Hervé Bourguignon, ton fils également, Mario Fourmi, photographe, Marc Namblard, audio-naturaliste, Marc Chénaud, photographe, Laurence Georges, ta sœur, et enfin Michel Munier, naturaliste. On passe à la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Pascal, je t'explique, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Oui, j'ai bien compris. Je suis pas sûr d'y arriver, mais j'ai bien compris. Tu as le droit de déborder un peu, hein. Il n'y a pas de galère. Première question qui nous vient de L.Lachenal. Avez-vous déjà aperçu ou pris en photo un lynx sauvage? Et non, malheureusement, non. Je suis allé récemment en Pologne. On n'a pas aperçu le lynx, mais j'aimerais bien. Oui, bien sûr. Ou au moins sur le piège. T'as vu des ours là-bas ou... Oui, ours et loup. Le lynx, c'est une espèce qui est particulièrement difficile à observer, donc j'imagine à photographier encore plus. C'est pas une espèce qui est hyper farouche, donc quand on arrive à le localiser, il me semblerait que ça soit pas si dur que ça, mais il faut la localiser.
Deuxième question qui nous vient de Cédric Voldenuit. Y a-t-il une espèce animalière que tu rêves encore de photographier en France ou ailleurs? Puisqu'on est dans le piège, effectivement, je rêve de photographier le loup, la génette. C'est quoi ça, une génette? Une génette, c'est comme un grand chat très allongé avec une queue avec plein d'anneaux dessus. D'accord. Voilà. Et puis la loutre aussi. Il y en a beaucoup en France, des loutres? Alors, elle regagne du terrain, notamment en Bretagne. Elle revient très très bien en Bretagne. Il y en a dans le secteur où on est, donc c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Troisième question qui nous vient d'un dénommé David. Quel est ton meilleur souvenir du festival de Montier-en-Der et où ta plus grande fierté? On en a parlé tout à l'heure. Ma plus grande fierté, c'est effectivement cette expo monumentale avec ces arbres géants. Après, je vais avoir du mal à dire une seule chose, mais des rencontres fabuleuses. Effectivement, quand tu peux croiser des gens comme Mathieu Ricard, Yann Arthus Bertrand, enfin, je sais pas, j'en passe. Oui, alors ça c'est autre chose. C'est une rencontre avec Robert Doisneau. J'ai eu la chance de rencontrer Robert Doisneau dans ma jeunesse. Un moment incroyable. Bon. Quatrième question qui nous vient de Voodoo Child 46. Quel est l'arbre le plus photogénique pour toi, vu d'en haut? C'est difficile parce que en fait, comme je vole assez haut, c'est rare que je prenne un arbre isolé. Souvent, c'est la canopée qui peut prendre des couleurs et des formes différentes. Mais je dirais, voilà, un beau chêne isolé au milieu d'une pâture. J'en ai d'ailleurs fait un livre. Ça peut être très chouette, oui. Ouais. Tu arrives à les identifier ultra facilement, même quand tu es à 3000 mètres de haut, les espèces d'arbres que tu as en dessous de toi? Pas du tout. Pas du Tout tout. l'intérêt du recadrage avec le GFX. Pour voir la feuille. Ok, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Pascal, si tu ne devais plus survoler qu'une seule zone en France d'ici la fin de ta carrière, ce serait quoi? La Champagne ou la Bretagne? Ce serait la Champagne. Alors pourquoi? Parce que il y a une diversité, alors notamment grâce au lac du Der qui a ces deux marées par an, là, marée haute, marée basse, mais il y a une diversité je dirais, de lumière, de couleurs qu'on a peut-être moins en Bretagne. En Bretagne, tu as la marée haute, la marée basse, mais il y a moins ce phénomène de saison. Et je dirais que ça se ressemble plus souvent. J'ai vraiment une grosse diversité en Champagne. Et tu voles à toutes les saisons? À toutes les saisons. Oui. Donc l'hiver, ça doit cailler quand même un peu. Ça caille quand même. Non, mais on vole moins longtemps, mais j'adore voler l'hiver. Bon, allez, on conclut le quiz là-dessus. C'est désormais la fin de cette émission. Pascal, un immense merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu discuter avec nous ce matin à nos micros. On l'a évoqué, donc dans ton actualité, la sortie de ton nouvel ouvrage, une exposition à Montier dans quelques jours maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Dans l'immédiat, non. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ouais, je pense que c'est bien. On se prépare pour faire pour un une belle retraité, édition. c'est pas mal. Mais donc, si je continue les prises de vue pour le prochain livre avec Georges, ça c'est clair. Mais voilà, on fignole notre exposition pour Montier. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on vous propose 2 rendez-vous. Mardi, pour commencer avec une émission spéciale consacrée à Sigma, en présence du directeur général de Sigma France, Foucault Prové, et du photographe Jeff Hargrove. Et jeudi, ce sera au tour des guides de fin d'année de faire leur retour. Nous allons commencer avec les boîtiers, en compagnie du journaliste Louis Royer de Phototrend et de Marie Courtel de MN Photo Vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.
C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Fujifilm et son système GFX, des appareils grand format dotés d'une qualité d'image unique. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.